tout le monde, c'est Tata Nexua et aujourd'hui je commence une série de vidéos un petit peu particulières puisque je vais vous parler, on peut dire, du voyage, d'une histoire, des étapes d'un tapuscrit, de l'écriture à la publication de celui-ci dans une maison d'édition. Donc bien sûr on va parler de l'envers du décor, de pas mal aussi de corrections et de plein de petites choses. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça m'a fait plaisir et je remercie beaucoup la maison d'édition. Pour le moment je ne vais pas vous révéler effectivement le nom de la maison d'édition. Mais voilà, ça fait partie, on va dire, d'un projet et l'éditrice a tout de suite accepté. Donc déjà, je la remercie et je remercie aussi beaucoup les personnes eh bien, qui vont accepter de participer à ce projet. Sinon, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti, de l'écriture à la publication en passant effectivement par les soumissions. Générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors au fil des semaines, il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine sur ce thème, je vous montrerai l'avancée eh bien, de la publication de l'ouvrage. Il n'y a absolument rien qui sera oublié. C'est ce qui peut être drôle aussi, hein, parce qu'il y a des petites anecdotes, voilà, il y a aussi des petites perles que j'avais un petit peu laissées dans le tapuscrit. Pour le moment, vu que c'est la première vidéo, c'est la première étape, hein, je vous laisse un petit peu deviner les étapes prochaines, on ne va pas trop les montrer. Donc, je ne dévoile pas le nom de la maison d'édition. Je vous laisserai patienter un petit peu. Mais en tout cas, il y a une petite logique, hein. Quand justement je vais sortir les vidéos à tel moment, c'est pas pour rien. Je pense que vous commencez un petit peu à le savoir, hein, vous commencez un petit peu à me connaître. Je ne laisse rien au hasard. On va commencer par le pourquoi de cette catégorie et aussi voilà le pourquoi j'ai eu un petit peu cette idée de projet qui est venue alors que j'étais dans les corrections éditoriales en fait. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage. Je bossais en fait sur le script des maisons d'édition qui brisent vos rêves, un petite fifi justement par rapport à ce tata cause. Et c'est là que je me suis rendu compte avec les réponses et les témoignages d'auteurs et d'autrices que beaucoup de personnes ne savaient pas du tout comment ça se passait dans une maison d'édition. J'étais en plein dans mes corrections éditoriales et je me suis dit, il faut que je montre justement ça. Et je vais donc parler du voyage de Rattrape-moi. Rattrape-moi, il est né justement d'un défi que m'a lancé Emma Léane. C'est une autrice chez Sharon Kena Édition. Au passage que j'adore, hein, c'est une copine. En 2017, hein, elle m'a lancé ce défi. Oui, ça remonte un petit peu à loin. Elle avait remarqué que je n'avais aucune romance dans ma bibliographie et pire, que j'avais aucune histoire d'amour d'entre mes personnages, alors que elle adore ça. Elle écrit pas de la romance, elle écrit du fantastique et d'autres petites choses, mais je vous laisserai effectivement la découvrir. Elle voulait ça avec de l'action, quelque chose, on va dire, qui me ressemble et aussi qui me fasse sortir un petit peu de ma zone de confort. Quelque chose qui bouge, quoi. Elle a lu mes histoires, entre autres La magie du destin, une histoire aussi science-fiction. Et elle m'a dit en fait un jour sur Messenger, je suis allée récupérer la conversation. Dites-vous bien que ça n'a pas été facile hein, parce que ça remontait. Vas-y, écris une histoire comme tu veux, mais pour celle-ci, tu vas m'écrire une histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Ah, j'étais là. Les histoires d'amour, j'en écris pas. Pourquoi? Je pense que vous commencez un petit peu aussi à me connaître. Je suis absolument nulle dans les émotions. Oh, les émotions, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à retranscrire les émotions. Maintenant, ça commence à aller parce que il y a eu le passage évidemment chez Addictive. On a été pas mal coachés là-dessus. Enfin, parce que ma binôme, elle n'en avait pas besoin. Elle était déjà talentueuse là-dedans. C'est vrai que maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais tout ce qui est description, émotion, oh là là, je partais de loin. Alors, imaginez en 2017. Donc, franchement, j'étais là, comment faire? Et le pire, c'est qu'elle a ajouté à ce défi et tu vas faire éditer ton histoire. Alors déjà que le défi d'écrire une histoire comme ça, c'est déjà quelque chose, mais en plus, il faut que je réussisse à faire éditer l'histoire. D'accord. Bon, ok, je me suis dit, let's go. J'ai débuté une histoire contemporaine parce que je me suis dit, bon, allez, ça va être simple, hein, parce que oui, j'avais des préjugés hein, là-dessus à l'époque. Je pensais qu'une histoire contemporaine, ça se passait dans notre réalité, ça n'allait pas du tout, j'avançais pas, j'arrivais pas à m'attacher à l'univers, j'arrivais pas à le développer. Je pense que j'étais trop attachée encore à l'imaginaire à ce moment-là, et surtout à la SFFF, donc science-fiction, fantastique fantasy. Donc je me suis dit, non, mais on va repartir vers mes premières amours, à savoir la SF, puisque je suis une très grande fan de SF, donc j'ai plongé les pattes de tardigrade que je suis dans la SF. Alors je sais, on dirait pas, mais en fait toutes mes histoires SF, c'est vraiment mes bébés, c'est vraiment mes chouchous, et je les sors pas. Ce qui est un petit peu dommage, oui je sais, vous allez me dire, c'est pas forcément très logique, je suis pas logique comme personne.
En tout cas, je tiens à dire que je me soigne puisque Jessica Apiren, qui est aussi une autrice auto-éditée, est en train de lire Alix, hein, une autre dystopie, pour le coup plus, on va dire plus sombre que Rattrape-moi. Mirabel Auréa lit et va corriger Retour en Terre Inconnue, c'est de la science-fiction avec des extraterrestres. Et Mirabel Auréa est aussi une autrice qui a un compte Wattpad, bien sûr. Je vous ai mis plein de petites choses dans les sources et n'hésitez pas aussi à la suivre sur les réseaux sociaux. Bref, l'ASF, j'adore aussi en lire, donc je me suis lancée dans un univers SF. J'en ai parlé hein, à Emma Léane, elle m'a dit bon, ok, ça va être encore de l'ASF, mais go si justement t'es à fond là-dedans, vas-y. Et pour les histoires d'amour, parce que je me suis dit, bon, il faut quand même un petit peu que je me farcisse tout ce qui est la psychologie, les émotions, etc. J'en ai vu beaucoup. J'ai regardé des téléfilms aussi à la télé à ce moment-là, avec un carnet de notes à côté. Oui, je mettais en pause, je revenais aussi sur certains dialogues, je regardais en VO, en VOST, et des fois aussi en version originale et sous-titrée anglais. Je vous dis pas, je suis une quiche en anglais, mais en fait, c'était vraiment aussi pour savoir, surtout quand c'était adapté en fait par rapport à des ouvrages, parce que je lisais les ouvrages d'un côté. D'ailleurs, je remercie beaucoup les abonnements Kindle et je comparais l'adaptation. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être aussi parce que j'aime bien visualiser aussi certaines scènes. J'aime bien, on va dire, peut-être ce côté un petit peu cinéma. Je trouve que ça m'a aidé. Et au passage, oui, j'ai récupéré tous les clichés possibles, mais avec un seul but. J'avais vraiment un seul but à ce moment-là, c'est contrebalancer les clichés, les parodier. Parce que j'aime pas, on va dire, ce qui est un petit peu gnangnan. Je sais qu'il y en a qui adorent et je ne suis absolument pas là pour juger. D'ailleurs, ne jugez pas, il y a des personnes qui adorent ça et il y a un public pour ça. Il faut de tout hein, pour faire un monde. Je rappelle, les goûts, les couleurs, on n'a pas à discuter ça, on n'a pas, on va dire, à juger de ça. Même si je n'aime pas les histoires d'amour, bah, je me suis quand même intéressée à ça. Je me suis dit, ok, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut, on va dire, qu'il y ait peut-être un déclic. Et l'air de rien, ça m'a forcé aussi à travailler les descriptions. Vraiment. C'est pour ça, hein, ne dites pas, oh là là, mais c'est gnangnan. Ah oui, mais en fait, essayez justement de faire pareil et peut-être aussi essayer de sortir de votre zone de confort bah, pour peut-être écrire ce que vous n'avez jamais écrit avant. Et aussi, bien sûr, il fallait y mettre de l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans mes écrits. Donc de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour. L'écriture, on est vraiment mais au tout début hein, du petit voyage de ce tapuscrit. Non seulement il y a eu des recherches, des peaufinages, mais aussi beaucoup de motivation. Peut-être aussi parce que j'adore écrire sous forme de défi, j'adore ça en fait. Peut-être parce que ça me booste, peut-être parce que justement ça me permet ben, de sortir des sentiers battus. On me dit, est-ce que tu peux écrire ça? Oui, c'est aussi pour ça que j'écris une petite novella sur un couteau vegan. Alors j'aligne les mots plutôt vite. Je suis vraiment quelqu'un qui va écrire. En revanche, il y a plein de plus, il y a plein de ouais, bah ça on verra plus tard. Tiens, il faudra décrire une action. Je suis quelqu'un vraiment mais qui va foncer complètement et après je remplis les trous parce qu'il y en a pas mal. Pour le personnage féminin, c'est une amie qui m'a inspirée et qui voulait une histoire, je vais dire pour elle. Elle s'appelle aussi Morgane, donc si jamais tu regardes cette vidéo, eh bien oui, sache que cette histoire avec, je sais pas si on peut dire son personnage, parce que bon, c'est quand même le mien, mais elle m'a quand même qui m'a inspirée, est toujours en train de voyager. Et elle se colorait, ou se teignait, je sais plus comment on dit, une coloration en fait de cheveux en rouge cerise. Ça c'est pour l'anecdote et ça va servir effectivement pour la description de ce personnage qui a en effet une coloration, des cheveux cerises dans mon histoire. Et son nom de famille aussi m'a inspiré, donc dit Vitrice. Alors non, elle n'a pas ce nom-là, hein, cherchez pas, évidemment. En plus, elle est mariée maintenant et elle a pris le nom, elle a pris en nom d'usage en fait le nom de son mari. Oui, je rappelle, on ne perd pas nos noms, etc. Mais ça fera carrément une vidéo à part, puisque bon, il y a beaucoup qui ont encore du mal avec ça. Mais bon, elle a des origines italiennes. Je ne sais pas si je peux dire un petit peu traditionnelle et tout ça. Et ça m'a beaucoup inspiré pour le personnage de Morgane Di Vitris. Pour le personnage masculin, à savoir Mathieu, j'ai hésité beaucoup à l'écriture de ce perso parce que d'habitude les personnages en fait pop devant moi ou il y a des personnes justement qui vont m'inspirer dans mon entourage ou même dans la rue ou aussi dans le bus, la ligne C10 coucou. Et Mathieu, je le voyais pas. Mathieu, j'avais vraiment du mal. Alors déjà, je vois pas les visages, je vois pas la couleur de peau de mes personnages, mais alors en plus, j'arrivais pas à le voir. Et puis, lors d'une soirée entre anciens collègues de promo de la fac, j'ai recroisé un certain camarade, flegmatique, pragmatique, avec toujours cette expression, plaît-il, qui était mais l'expression était extrêmement agaçante avec les profs, mais nous on se marrait toujours en fait, puisqu'à chaque fois, voilà, que ce soit pour l'appel ou que ce soit justement même pour les mémoires, plaît-il? Et je me suis dit, mais en fait oui,
C'est complètement décalé, c'est exactement comme ça que je vois Mathieu, surtout dans l'univers dans lequel il va vivre. Et en plus, ce camarade qui maintenant a une vie politique, donc évidemment je ne vais pas révéler son nom, je ne vais rien dire. En tout cas, il était extrêmement arrogant à l'époque, un brin un petit peu étrange, et il buvait du café toute la journée. Il n'y avait pas un moment où il n'était pas vers le distributeur du café. Il avait son thermos de café dans le tram le matin et il buvait du café tout le temps. Je veux dire, à chaque pause, en fait, il y avait le café. Alors la seule chose, c'est par rapport à la couleur de cheveux, c'est que quand j'ai commencé à rêver de mes scènes, Mathieu, je le voyais pas brun, je le voyais pas châtain, je le voyais clairement roux en fait. Vraiment, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, la couleur des cheveux, ça m'a fait tilt tout de suite. Oui, Mathieu est roux. Bref, j'avais mon Mathieu, ça c'était pas mal. Pas compliqué aussi non plus pour les âges, tout simplement parce que, comment dire, dans l'univers, j'ai fait exprès pour l'instant de ne pas dire la date, je la dirai un petit peu après, mais on est vraiment dans le futur et on est, on va dire, à un moment où les personnes vivent vraiment de plus en plus longtemps, d'ailleurs comme ce qu'on voit hein, à l'heure actuelle, et aussi on voit moins la vieillesse. Donc c'est vrai que les âges, au début je ne m'inquiétais pas trop, on va dire, des âges, parce que vu que je l'avais écrit en 2017, je me suis dit bien que Morgane allait avoir 27 ans, bah, tout comme moi, hein, puisque je suis née en 90, et Mathieu allait avoir 10 ans de plus, tout simplement et bien parce que Léo a 10 ans de plus que moi. Ça ne se voit pas du tout et je me suis dit c'est vrai que à cet âge-là et surtout en plus dans le futur avec on va dire certaines crèmes, certaines petites choses qui peuvent masquer certaines rides, ça va vraiment pas se voir du tout l'âge, ça va vraiment être complètement lissé et ouais ça me paraissait pas mal. Et en plus j'avais la possibilité avec Léo d'avoir un alpha lecteur buveur de café hein, parce qu'il adore aussi le café qui pouvait apporter un petit peu de maturité au personnage parce que je rappelle, je trouve qu'à 27 ans, on ne réagit pas pareil qu'à 37 ans, on va dire entre presque le passage à la trentaine et presque le passage à la quarantaine. Voilà, c'est pas pareil du tout, donc je me suis dit, prendre effectivement quelqu'un de cet âge-là en concerné, c'était pas mal. D'ailleurs, je remercie beaucoup Léo pour son alpha lecture très critique et très pointilleuse, mais c'est pour ça que je l'aime. Pour l'univers, rentrons effectivement complètement les pattes dedans. J'ai écouté une conférence, une interview. Alors, c'était le prétendant, enfin l'héritier, on va dire, du trône de France, Bourbon, Bourbon de Parme. Et juste après, en fait, YouTube m'a proposé une vidéo sur l'effondrement. L'effondrement avec un grand F, hein. Attention, je parle vraiment de la théorie de l'effondrement et pas juste l'effondrement, genre de l'effondrement là de l'arbre que je suis en train de voir. Pour arbre. J'ai été fascinée. Alors pas fascinée forcément par la théorie ou quoi que ce soit, mais en fait fascinée par justement le fait que la réalité pourrait presque dépasser la fiction bah, que j'avais en tête quand je commençais justement à noter un petit peu l'univers. Le changement climatique, c'est une réalité. La montée des eaux aussi. Et j'ai pas arrêté de penser au détroit de Gibraltar. C'est devenu une obsession en fait à un moment. Le fait que sans cette ouverture, bah, la Méditerranée pourrait s'assécher. Comme ce fut le cas il y a très longtemps, oui, oui, je vous ai mis des liens hein, dans les sources. Petit rappel, attention, je cite un article du Monde, hein, la mer au milieu des terres, des anciens, jadis reliée à l'océan Atlantique par des canaux naturels situés au sud de l'Espagne et au nord de l'Afrique. Le détroit de Gibraltar en tant que tel n'existait pas encore. En fut séparé, voilà 5,6 millions d'années, par la remontée de la plaque tectonique africaine vers la plaque eurasienne. Cet isolement provoqua l'évaporation et le quasi-assèchement de la Méditerranée, dont les eaux baissèrent de 1,5 à 2,7 km par rapport à leur niveau actuel. Puis, l'érosion a fini par creuser un canal transversal long de 2 km par lequel les eaux de l'Atlantique se sont engouffrées. L'écoulement aurait été progressif, mais 90% de la masse d'eau aurait déferlé dans la Méditerranée en un laps de temps très court, compris entre quelques mois et 2 ans seulement. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu une toute petite érosion, bam, d'un seul coup, il y a une masse d'eau là qui est arrivée. Imaginez quand même, hein, de quelques mois à 2 ans seulement, c'est très très rapide et ça m'a donné une idée. En plus, cette mer, la mer Méditerranée, on l'apprend au lycée en économie, elle est primordiale pour plusieurs pays. Les sous, les sous, les sous. Voilà, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi effectivement le contexte socio-politique. Et là, c'est vraiment là où on va dire que mon univers a pris la dimension, on va dire, de science que j'affectionne avec l'écologie. Donc oui, je me suis mis à faire des recherches sur la montée des eaux. J'ai regardé plusieurs aussi scénarios, des plus optimistes aux plus pessimistes, à savoir à l'heure actuelle, là, quand je tourne cette vidéo, en fait, les scénarios sont pires qu'à l'époque en 2017, quand justement j'écrivais Rattrape-moi.
Je sais pas si vous avez effectivement un petit peu l'idée. Quand moi justement j'ai écrit ça, je me suis dit ouais, alors c'est quand même assez gros, j'ai vraiment pris le plus pessimiste, etc. Sauf que si ça se trouve, ce sera peut-être encore pire. Et puis pour mon monde, je voulais vraiment une France morcelée, inondée, bah, qui a échoué, on va dire, à contenir les inondations, qui a échoué, on va dire, à contenir finalement bah, les catastrophes naturelles, bah, parce que la nature l'emporte toujours. Je voulais aussi que les régions, certaines, retrouvent leur indépendance, évidemment. Voilà, bon déjà mon père est corse, donc vu que j'ai des origines corses, hein, évidemment la Corse est indépendante. Et j'ai été à bonne école, hein, côté indépendance et un caractère de cochon, de sanglier. Donc oui, il y a certaines régions qui seront indépendantes. Oh bah comme ça, hein, je peux vous parler aussi de la Bourgogne parce que la Bourgogne, j'y ai quand même grandi. Bon, l'Auvergne aussi a son indépendance et la Bretagne. De toute façon, la Bretagne elle est déjà indépendante, non? Aussi, je me suis rendu compte dans les livres d'histoire avec un grand H que souvent il y a une tête d'affiche ou en tout cas il y a un homme, très souvent c'est un homme qui se détache d'un mouvement et qui peut même être élu bah, par ses pairs et par le peuple, et qui va prendre le pouvoir après de force, ou qui va passer d'une république à un empire. Non, Louis-Napoléon, je te vise pas du tout, et va assurer à ses descendants la couronne, le pouvoir. Donc là, ça commençait déjà, on va dire, le contexte sociopolitique. Je me suis dit, ok, il va y avoir une France morcelée, des territoires qui vont commencer à devenir indépendants, qui vont profiter finalement bah, de la catastrophe pour instaurer aussi un petit peu un changement de régime. Après tout, ils sont indépendants, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. En plus, il suffit d'avoir un petit peu d'argent et de faire un petit peu de trafic, et puis pour l'endroit, j'ai pensé à Salon de Provence. Là, vous allez me dire pourquoi le péage de Lançon, en fait. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, bah, je crois que oui, c'était en 2017, justement, à l'été 2017, il y avait eu mais, tellement de bouchons et tellement de trucs que, en fait, avec la voiture, on était arrêté pile juste devant le panneau, en fait, le péage de Lançon de Provence. Et je me suis dit, c'est un signe, je vais garder le signe. Du coup, il va y avoir quelque chose à Salon de Provence. En plus, il paraît que c'est très joli comme ville. Le royaume du Cid démarre là. Je sais bien qu'un petit royaume comme ça, dans une petite ville, ça va pas aller loin et qu'il faut vraiment s'étendre de façon tentaculaire. Donc je me suis dit, d'accord, il va falloir que les régions autour se soumettent à ce pouvoir. Se soumettent à ce pouvoir, mais contre quoi? Très souvent, c'est par rapport à l'économie, c'est par rapport, on va dire, à ceci, ce que ça peut apporter, ou pourquoi pas, puisque avec la montée des eaux, Salon de Provence a maintenant un accès à la Méditerranée. Donc accès mer, les cartes sont redéfinies. Et là, je me suis dit, ouais, là, ça commence un petit peu à prendre forme, en tout cas au contexte sociopolitique. Dites-vous bien que j'avais pas encore écrit quelques mots là, j'ai vraiment juste écrit l'histoire de mon univers et ça m'a quand même déjà pris 2 à 3 mois avant du coup d'aligner les mots. Donc c'est vrai que j'aligne aussi les mots peut-être très rapidement mais parce que j'ai déjà réfléchi avant à tout ce que j'allais faire. Et la date est sortie, on va dire, au fil de mes recherches et au fil de ce qui pouvait aussi être crédible. 2103. Et pour, on va dire, terminer un petit peu par rapport à ça, Paris est en grande difficulté dans mon univers. La Seine a énormément débordé. Les Parisiens et Parisiennes ont chaud l'été et en hiver. Bah, j'ai imaginé finalement comme c'est à Chicago en ce moment. Bon, je sais que j'aurais pu mettre carrément le climat du Canada, avec des tempêtes de neige incroyables qui figent l'économie, qui figent les voitures, qui figent les personnes. Et j'avais envie bah, de critiquer aussi un petit peu Paris, le centre du monde à l'heure actuelle et tout ça, parce qu'il y a aussi pas mal de Parisiens et de Parisiennes. Ah ouais, mais je suis de Paris, tu vois, voilà, j'ai un ego comme ça et tout. Je me suis dit qu'il fallait forcément que je fasse quelque chose par rapport à ça, par rapport aux provinces, parce que je suis une provinciale. Pardonnez-moi, les Parisiens et Parisiennes. Et du coup, je me suis dit, voilà, de toute façon, Paris restera la capitale de la France, mais là, on n'est plus en France, il va y avoir le Royaume du Cid. J'ai réfléchi à me dire la ville dans laquelle tout le monde aurait envie de vivre. Et il faudrait que ce soit peut-être une ville du sud-est à laquelle on pense pas, à laquelle peut-être même à l'heure actuelle on passe mais sans se retourner, bah, pour changer un petit peu. Parce que c'est clair que le Royaume du Sud a Salon de Provence, il y a une capitale, il y a justement, on va dire, une vie trépidante, mais j'avais pas envie justement que la capitale soit trop, on va dire, trop colorée. Trop colorée, trop enjouée, parce que c'est le siège du pouvoir, et c'est quand même un pouvoir, même s'il n'a pas non plus été pris par la force, c'est quand même un petit peu sombre. En termes de couleurs, j'imaginais vraiment le Royaume du Cid, vraiment son centre, quelque chose de très sombre. Et au contraire, j'imaginais les villes autour plus colorées, surtout une. C'est ainsi que Valence est devenue Parisis, en rapport complet évidemment avec Paris, très lumineuse, attractive, avec voilà, tous les investisseurs justement veulent poser leur entreprise là, parce que c'est génial, parce que c'est magnifique, avec bien sûr Mathieu, et là c'est à ce moment-là aussi que le nom de famille est venu, Mathieu Fouquet, qui en est le marquis. Et pourquoi Valence? Bah, tout simplement parce que c'est vrai que Valence aussi, quand on descend dans le sud,
On parle de Valence un petit peu d'ailleurs comme le péage de Vienne, mais bah, on s'y attarde pas, alors que Valence, bah, je trouve que c'est une jolie ville. C'est quand même une super ville et bah ouais, on s'accroche pas trop à ça, donc voilà, je me suis dit, allez, pour une fois, pour une fois, justement, je vais mettre à l'honneur des villes bah, dont on n'a pas l'habitude peut-être de parler. Et pourquoi Marquis? Parce que j'avais déjà envie d'un titre qui n'était pas forcément en rapport avec les héritiers de la couronne, car il s'appelle Mathieu Fouquet, alors que c'est le royaume du Cid, avec du coup bah, les héritiers qui ont le nom du Cid effectivement dans leur nom. Donc je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose par rapport à lui. Il faut que justement sa mère soit entre guillemets un petit peu une rebelle dans l'âme, et lui, justement, voilà, il conserve le nom de son père. Et je voulais un petit peu aussi parodier la marquise des anges, parce que oui, j'ai regardé justement la marquise des anges, je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi pas le marquis? Ça va être le marquis, justement, qui va administrer. Il y a un maire hein, aussi à Parisis, qui du coup va donner des idées et aussi évidemment pas mal d'argent. C'est aussi pour ça que la ville est attractive, tiens donc. Alors après, il y a plein d'autres petits éléments de l'univers que je vous révélerai au fur et à mesure des vidéos, parce qu'on est en 2103. Même si l'effondrement et les catastrophes ont un petit peu ralenti, que ce soit les progrès technologiques ou que ce soit aussi, on va dire, la vie en général, il y a quand même eu des bons, il y a quand même eu des petites choses qui se sont faites au détriment d'une certaine partie de la population. L'histoire, 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 l'histoire. Pourquoi 2103? Comme je l'ai dit, parce qu'après l'effondrement, qui se déroulera peut-être, j'ai bien dit peut-être, on sait jamais, mais en tout cas dans mon histoire, ça s'est déroulé entre 2050 et 2070, je sais très bien qu'il faut du temps pour poser les bases d'une monarchie. De nouvelles règles, on va dire, ça peut se faire en une génération ou deux, mais que c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en 2 mois qu'on va passer voilà, d'une monarchie. Là, tout le monde va être autoritaire, tous les militaires, là, ça va être au pied. Non, je me suis douté quand même qu'il fallait un certain temps. Donc c'est pour ça que l'effondrement entre 2050 et 2070, avec justement l'idée qu'on arrive en 2103, donc il y a quand même eu presque 50 ans justement de monarchie dans les dents de la population. Et puisque, je l'ai dit aussi en introduction, l'âge de la population augmente, on le sait, il y aura beaucoup plus de centenaires en 2030 qu'il n'y en avait en 1980 et en meilleure santé. Je me suis dit aussi, on va aller vers une politique peut-être plus écologique, plus de recyclage, moins de gaspillage, parce que ça c'est déjà, on va dire, acté. Donc qu'il y ait des catastrophes ou pas, je me suis dit non, mais ça, ils vont continuer. Plus de choses électroniques aussi. Par exemple, j'ai imaginé un train très très rapide dans mon histoire possédé justement par le royaume et les provinces du sud. C'est totalement inspiré de l'Hyperloop. Pourquoi? Bah, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, en fait, ça va sortir. Donc en 2103, je pense que oui, il y aura un train à très grande vitesse qui pourra relier, en tout cas, certaines villes. Peut-être aussi, pourquoi pas, certaines campagnes. Et au passage, j'ai écrit ce script et je me suis renseignée où ils en étaient par rapport à ça. Ça a passé par le Limousin, apparemment, leur train, là, super rapide. Ne rigolez pas, hein, c'est dans les sources, hein, je vous ai justement tout mis. À l'époque, quand j'ai écrit, pour moi, c'était complètement de la science-fiction et je me suis dit, ouais, en 2103, peut-être qu'on arrivera là. En fait, en 2024, ils sont déjà en train de faire des choses. Donc, en fait, dans quelques années, il y aura déjà des trains à hyper vitesse. Donc, je suis complètement dans les clous, question crédibilité. Et après, je suis féministe, tout le monde le sait. Un petite fifi chez une femme sur YouTube, t'en doutez. Donc, je devais parler du droit des femmes et du droit aussi des minorités. Quand j'ai fait mes recherches par rapport justement à cette écriture, l'Europe se transformait, le monde aussi, et beaucoup de gouvernements d'extrême droite étaient élus. Et sans parler politique hein, ou d'autres choses, le droit des femmes recule en fait, et des fois de manière un petit peu perfide, de manière on va dire un petit peu subtile aussi, hein, ça passe on va dire par des petites portes et après les gens sont là, ah mais c'est incroyable, il s'est passé ça. Oui, notez par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis. Personnellement, je n'en reviens toujours pas, je suis un petit peu choquée parce que je me suis dit, on est quand même au 21e siècle et il se passe ça. Oui, ah bah en fait mon histoire, c'est même pas qu'elle est crédible, c'est qu'en fait elle est plus question crédibilité pour le coup. Et je parle même pas du droit des LGBTQIA+. Donc, l'avortement menacé, les plannings familiaux fermés, des médecins qui refusent que les femmes fassent ce qu'elles veulent de leur corps, et qu'on prend pour des machines à bébé. Oui, ça rappelle aussi un petit peu La Servante écarlate, et quand on voit que la réalité va complètement dépasser les fictions, ça a vraiment commencé à me titiller dans ma tête. Je suis revenue sur mes persos et je me suis dit, oui, il va y avoir quelque chose justement à creuser, parce que en 2103, le droit des femmes aura complètement reculé. On va dire que les hommes ont profité, on va dire, du changement sociopolitique, du changement, on va dire, économique, ben, pour imposer finalement les idées j'ai presque envie de dire qu'ils sont déjà à l'heure actuelle ancrés et qui sont déjà même des fois proposés à l'Assemblée. Donc c'est pas tiré du tout du chapeau. Je sais qu'à un moment, il y avait un de mes BL qui m'a dit c'est pas possible qu'en 2103, justement, les femmes ne peuvent pas avoir accès à ça.
Et après, eh ben, quand justement je lui ai parlé de certaines propositions de loi à l'Assemblée, c'est là où il m'a dit: «Ah oui, d'accord, oui, voilà, au XXIe siècle, il y a ça». Donc autant te dire que je pense qu'au XXIIe, à savoir en 2103, ça craint. Ça risque de craindre vraiment beaucoup pour les femmes. Voilà, il va falloir faire une petite révolution. J'ai donc pensé à mon amie Morgane, à sa grand-mère et aussi à ma propre arrière-grand-mère, Maritza, qui a fui le génocide en Arménie. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans ma tête qui se sont bousculées à ce moment-là, que ce soit ce qu'on m'avait aussi raconté, que ce soit, on va dire, l'émotion aussi qui est née de ça. Je me suis dit, mon personnage, il va faire partie de la classe ouvrière, comme on va dire aussi ce que j'ai connu dans ma famille. Et Mathieu, donc de la famille du Cid, c'est pas non plus un Cid, c'est pas un héritier de la couronne, parce que je voulais combattre tous les clichés du prince charmant qui pouvait offrir une couronne, qui est nenni. Mais voilà, je voulais quelque chose vraiment de plus complexe. C'est pas l'héritier de la couronne, pas du tout. C'est quand même quelqu'un qui justement va être exclu toute sa vie, ben parce que sa mère, voilà. Je voulais qu'il y ait une rencontre avec une femme qui n'a pas trop de droits et qui s'énerve de ça, qui est, on va dire, issue aussi d'une famille nombreuse. Et aussi, je suis allée plus loin. Léon du Cid, donc le premier roi, va favoriser ses descendants sur le trône. Manque de bol, l'autre branche, elle a bien envie de prendre le pouvoir. Pourquoi? J'ai envie de vous dire, il suffit un petit peu de regarder l'histoire avec un grand H quand toutes les branches cousines voulaient justement récupérer le trône. Là, pour le coup, comme d'habitude, en intrigue, n'a rien d'original, hein, ça va être la façon effectivement dont je l'ai traité. Mais oui, très souvent, les branches cousines sont là, ouais, moi aussi j'ai envie d'avoir le trône. Et vu que Léon a poussé au culte de l'homme, voilà, l'homme fort, l'héritier mâle, celui justement qui a réussi à redresser le pays après les catastrophes, il fallait vraiment tout faire pour que les femmes soient réduites. Et pire que ça aussi, il fallait que les femmes de la lignée royale ne puissent plus avoir de garçons, voire pour le coup, ont du mal à avoir des enfants, pour mettre, on va dire, aussi le thème de la maternité que j'aime beaucoup traiter dans mes histoires. Je vois la grimace des éditoristes là quand je parle, mais c'est vrai que j'avais envie de parler de ça et de me dire, il faut qu'il y ait quelque chose pour que la branche cousine puisse prendre le pouvoir, puisse justifier justement cette prise de pouvoir, à dire, bon, finalement, vu qu'il n'y a pas de garçons dans les descendants, nous on a des garçons, on pourrait peut-être justement reprendre le trône. Et c'est pas non plus sorti du chapeau. Je rappelle que dans l'histoire, que ce soit des monarchies européennes ou même mondiales, quand il n'y a que des filles en descendance, il y a je sais pas combien de trucs, soit pour que, on va dire que le pouvoir soit conservé, soit on va dire pour qu'il y ait quelque chose, soit on va les récupérer, certains justement héritiers au fin fond du sud-ouest, non je ne vise absolument personne, pour que la couronne justement puisse se perpétuer. Donc bien sûr, il va falloir justement quelque chose pour influer ou en tout cas influencer la maternité et les grossesses des personnes. Voilà une histoire qui commence à se construire. Notez que ça partait juste d'une idée toute simple. Alors oui, il va y avoir peut-être de l'action, de l'aventure. Après, on passe du côté SF, 2103, donc il a fallu faire pas mal de recherches là-dessus. Il y a de la technologie, il y a justement pas mal de thèmes abordés, que ce soit par rapport aux droits, justement, des femmes à la politique et aussi à la maternité. Là, ça commence un petit peu à être plus complexe. Notez que voilà, on était parti juste d'une idée et on arrive à une histoire. Mes fiches personnages étaient faites. Bon, toujours pas de couleur de peau et toujours pas de photo. La seule chose que je savais, c'est que bon, Mathieu est roux, donc vraisemblablement il a plutôt une peau blanche. Surtout que de plus en plus que j'en parle, je pense voilà, que sa mère, Ninon, elle a des taches de rousseur et tout ça. Morgane, c'est vrai que sans être mate, elle n'est pas blanche. Vu que je me suis inspirée de mon amie Morgane, c'est vrai que j'avais une idée, je savais pas trop comment la formuler, mais vous verrez plus tard pourquoi ça m'a un petit peu trotté dans la tête jusqu'au passage au choix de l'illustrateur. Donc, mon intrigue est là. Non, j'ai pas tout dit, mais il y avait l'idée de la famille, l'idée justement d'une action, d'une aventure, quelque chose comme ça. Mes persos me hantent et donc c'est parti, je me suis mise à écrire. Généralement, comme d'habitude avec moi, une histoire de 50 camos, c'est écrit en 3 semaines, en un mois c'est plié. Après, c'est surtout les réécritures puisqu'il y a pas mal de trous. Et alors c'est sûr que maintenant je mets un petit peu plus de temps parce qu'il y a la chaîne Tatanexua, il y a mes prestations, mon travail aussi de directrice éditoriale chez LDT. Donc c'est sûr que maintenant je ne mettrai pas 3 semaines, un mois. Je pense que généralement, je crois que la dernière histoire que j'ai écrite qui faisait 80 camos, j'ai dû mettre 3 mois pour l'écrire. Voilà. Généralement pour moi, ça va, savoir que je fais quand même pas mal de réécriture.
Comme toujours, déjà j'ai laissé reposer. Après le premier jet, plusieurs mois. J'en ai parlé aussi un peu avec mes amis, aux concernés bien sûr. J'ai commencé à chercher des BL. J'avais déjà eu donc l'AL de Léo. Une fois que le point final était mis, 4 mois après, ça a été l'envoi au BL. Et avant, eh ben, j'ai fait un petit mois de réécriture. Des réécritures au pluriel, oui, bah oui, vu que j'écris vite. J'ai laissé reposer, place au remplissage des trous et à la consolidation des idées. Ajout du décorum, de l'ambiance, de l'environnement et aussi des émotions. Par ailleurs aussi, j'utilise aussi pas mal une séance réécriture pour varier les incises parce que leur les dire à tout va, non, ça ne va pas. Là, je fais par étapes. C'est vrai que déjà, je comble les scènes, les plus. Après, ensuite, je les joue. Mais alors, vraiment, je les réalise dans ma tête. Je regarde où je placerai ma caméra. Je regarde aussi ce que mes persos font, s'ils bougent ou pas. S'il y a un truc qui ne va pas, je corrige tout de suite. Je relis mais tout mon ouvrage à voix haute. Déjà parce que comme ça, Léo sur le canapé hésite pas, et je l'en remercie d'ailleurs beaucoup, à me dire non là ça va pas. Non là je comprends absolument rien, tu vas me reformuler ça. Et c'est qui lui? Parce que là je comprends pas qui parle. Bref, c'est une aide extrêmement précieuse justement des personnes comme ça, que ce soit les AL ou les BL. Ne négligez vraiment pas cet aspect. Ça a vraiment aussi donné une autre dimension, je trouve, à mon histoire. Après, bah, c'est parti en BL. Emma Léane, forcément, qui est chez Sharon Kena. Axelou, ma sœur Ninon, qui était jeune à l'époque. Ouais, je l'ai un petit peu exploitée, un tout petit peu. Une directrice de collection, alors son nom a changé entre-temps, donc je vais dire une super collègue avec qui on a pas mal discuté de voilà, une maison d'édition. Et bien sûr, Morgane, hein, elle m'a quand même inspiré le personnage de Morgane, il fallait bien sûr qu'elle lise. Et ensuite, S, je ne vais pas forcément dire son nom, pour le personnage de Mathieu, parce que vu que je me suis quand même un petit peu inspirée de lui, j'avais quand même envie d'avoir son avis, savoir si j'allais trop loin avec les plaît-il à chaque fois, aussi c'était ok. Et comme toujours, eh bien, je fusionne les documents, hein, je sais plus si on appelle ça combiné ou comparé, je sais plus sur Word, à savoir tous les retours justement de mes BL avec les commentaires en marge, bah, ils sont tous rassemblés hein, sur le même document, comme ça je bosse que sur un document. Et comment vous dire, oui, il y en avait beaucoup. Mais c'est ça aussi un DBL. Ça permet aussi d'avancer. Et quand justement on me dit là tu ne décris pas assez, là on comprend pas ce qu'il y a, la pièce elle est peut-être un petit peu trop blanche, eh ben ça sert justement à s'améliorer. Et Maléane par exemple trouvait aussi que ça manquait d'attirance, de scène olé olé, Axelou de fluidité sur certains passages, et Nini qui me dit ouais c'est super, mais bon il y a des passages qui sont pas très compréhensibles, il y a des indices qui sont pas mis par rapport surtout à tout ce qui est ADN et tout ça, avec justement un petit truc par rapport à l'intrigue, par rapport à la génétique. Bref, bah, j'ai réécrit. Je remercie d'ailleurs encore toujours et toujours encore plus mes bêta lecteurs et lectrices. 1 an, il a fallu 1 an de réécriture. On arrive en 2018. Pour moi, c'était l'histoire justement d'une jeune femme qui allait perdre un petit peu du jour au lendemain sa famille, qui quand même sa raison de vivre, et qui devait partir à leur recherche et qui bah, malheureusement allait devoir un petit peu se farcir un certain Mathieu dans les pattes. Et donc maintenant, place à l'étape que je déteste le plus, la soumission. La soumission, je déteste ça. On est en 2018. Je tombe sur un post Facebook d'une maison d'édition qui n'existe plus hein, à l'heure actuelle, qui cherche des textes en fantastique. Donc j'ai pensé à la lignée de Soho, parce que donc à chaque fois d'ailleurs je vous en parle de la lignée de Soho, et il y avait aussi des textes en romance qui cherchaient. Moi je classais pas du tout mon histoire en romance, et je me suis dit, je peux toujours tenter, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une histoire d'amour entre Morgane et Mathieu, il y a en plus quelques petites scènes, voilà, un petit peu de rapprochement, des instants et tout ça. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas. Et comme toujours, je suis allée voir le catalogue de la maison d'édition, également aussi leur ligne éditoriale. J'ai repéré aussi hein, les critiques sur Booknode, Babelio, ainsi aussi que sur Amazon pour savoir, on va dire, ce que les gens en pensaient de cette maison d'édition, ce qu'il en était de l'ambiance. Et je me suis dit, allez, let's go, c'est parti pour rédiger le mail. Dans le corps du mail, j'explique que j'ai déjà signé avec des maisons d'édition. À l'époque, justement, j'étais déjà dans 3 autres maisons d'édition. Donc, je sais comment ça se passe. Je vais pas dire, j'ai pas non plus écrit, je connais les conditions de soumission. Non, là, c'est moi justement qui vous en parle. Je savais très bien comment ça se passait et j'avais déjà aussi été membre de comité de lecture, même si je l'ai pas mis. Voilà, je me suis dit, il faut quand même aussi que ça se sente que je sais très bien ce qu'il en est des comités de lecture. Je sais très bien qu'il faut que je soigne à fond ma soumission. Donc, j'ai vraiment pris mon temps aussi pour rédiger ce mail. Je leur ai dit que j'étais pas trop sur les RS parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais que j'avais 2 histoires bien, qui pouvaient leur plaire pour leur collection donc fantastique et l'autre pour la collection en romance, même si bah, c'était un peu de la dystopie. J'ai tout de suite dit ça se passe en 2103, donc au 22e siècle.
Peut-être que ça passait pas, mais voilà, je me suis dit let's go. De toute manière, j'avais plus d'espoir pour la lignée de Sceaux, donc les Immortels, que l'histoire qui d'ailleurs n'avait pas de titre. Et donc il y a un titre qui a popé comme ça dans le mail parce qu'il fallait intituler pour justement le dossier de soumission ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, rattrape-moi un petit peu d'ailleurs, comme ce que j'avais dit dans un Tatacause. Il y avait beaucoup de titres avec un tiret moi à l'époque. Voilà. Envoûte-moi, sors avec moi, ensorcelle-moi. Donc je me suis dit, bah rattrape-moi, puisqu'en plus, justement, tous mes titres sont un double sens, et le rattrape-moi avait vraiment un bon double sens, parce qu'il fallait que Morgane rattrape effectivement sa famille, et il fallait aussi, en fait, que elle rattrape un petit peu sa vie. C'est-à-dire qu'elle se décroche un petit peu sa famille pour penser à elle, et bien sûr aussi, évidemment, Mathieu qui rattrapait Morgane. Et ça aussi, hein, c'est, on va dire, une interprétation que beaucoup oublient, les antagonistes qui soient rattrapés par la vérité et la justice. Alors j'ai gardé ce mail, j'ai gardé aussi l'accusé de réception qui est venu très vite, et j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc je me dis bon, déjà ça passe au comité de lecture, c'est déjà bien, c'est bon signe hein, d'ailleurs je rappelle, sauf si vraiment il y a beaucoup de retard. Mais j'ai presque envie de dire plus c'est long, plus c'est bon. Bon, moi j'ai pas été refusée directement. Et là, à peu près vers le 4e mois, l'éditeur me contacte. Alors autant vous dire que j'étais là un peu, parce qu'il y a eu le premier contact par mail, et après, on m'a donné justement un numéro de téléphone, un numéro de téléphone justement qui m'a appelé. Je ne veux pas dire que j'étais toute chose et tout ça, parce que voilà, c'était. Je pense que je vais dire carrément, on va dire ce que je pensais, parce qu'en fait, à la base, je pensais être prise pour la lignée Sceaux, à savoir les immortels. Et c'est vrai qu'en fait, quand on m'a tout de suite parlé de rattrape-moi, sur le coup, je vais pas dire que c'était une chape de plomb, mais j'étais là, de quoi rattrape-moi? Ah! Je vais pas dire que je l'avais presque oublié celui-là, mais j'étais là, ah oui, d'accord, celui-là. Je pensais que j'avais absolument aucune chance pour celui-ci. Et en fait, bon, on m'appelle pour celui-ci. Alors c'est vrai que celui-ci, c'était un OS, c'est un one-shoot. C'est vrai que c'est pas la saga, c'est vrai que la lignée Sceaux, c'était une saga, c'était une trilogie. Donc voilà, c'est vrai que pour le coup, l'éditeur voulait justement rattrape-moi, et bah, c'est vrai que l'éditeur du coup me dit mais en fait on ne prend pas que celui-là, hein, on va prendre les deux, donc la lignée de Sceaux et rattrape-moi. Déjà dites-vous bien que faut un petit peu redescendre. Ça a passé le CL, il y a une directrice éditoriale qui est, attention je cite, dingue de l'histoire de rattrape-moi, il y aura quelques trucs à modifier, moi je suis ok, déjà j'étais ravie, parce que ravie justement de mettre les pieds dans une autre maison d'édition, et bien sûr si aussi ça vous arrive, hein, je rappelle, ne vous pressez pas, prenez le temps, attendez justement la réunion, soit téléphonique ou par mail, avec l'éditeur, la directrice aussi éditoriale. De mémoire, je crois hein, qu'il y avait eu, je sais plus s'il y avait eu un groupe par mail ou un groupe sur Messenger avant justement une autre plateforme. Je me souviens beaucoup avoir parlé avec M, et voilà, M justement là-bas, et j'ai reçu le contrat. Le contrat! Alors dites-vous bien que j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, hein, c'est dans mes classeurs justement de contrats de maison d'édition, parce que je commence à avoir beaucoup de contrats. Voilà. Alors on va cacher évidemment le logo de la maison d'édition, mais ça va être flouté, ainsi que ouais, on va cacher aussi les signatures. Mais donc j'ai reçu la feuille de route, voilà, et je vais justement. Ça va être difficile en plus de cacher les choses. Moi, je pense qu'on va pouvoir réussir à flouter quand même avec l'adresse et tout le reste, le contrat justement d'édition. Alors, il y a pas mal, hein. En plus, il est assez long parce qu'il y avait bien sûr le brochet et le numérique, parce que je rappelle, hein, vous devez avoir justement 2 contrats. Le titre sous condition d'une modification du titre, finalement, qui n'a jamais été changé, le titre, parce qu'au départ, effectivement, l'éditeur trouvait le titre un peu, voilà, qui parlait peut-être pas trop, et finalement, je suis en train de me dire que vous allez écouter d'ailleurs le bruit des feuilles, c'est peut-être pas forcément très très cool pour vous, mais voilà, enfin, le titre est resté, mais mes titres à double sens font toujours mouche, hein. Mais en tout cas, bon, je vais accélérer, hein, de toute manière, parce que sinon la vidéo serait trop longue, parce que l'histoire de Rattrape-moi, c'est bien sûr un livre qui est sorti en 2019, en novembre même 2019, qui a été lu par pas mal de personnes, dont une personne qui va être super importante. Et le destin en fait de cet ouvrage est déjà mis en marche, mais une personne justement a lu Rattrape-moi, qui était donc édité sous cette maison d'édition. Et cette personne, c'est mon éditrice actuelle. Et donc dans mon classeur de super contrats, je vais bien sûr hein, cacher pour l'instant le logo et tout le reste, ainsi que le post-it aussi que j'avais reçu quand j'ai reçu justement le contrat par la poste. Mais ça y est, Rattrape-moi, allez pouvoir bénéficier d'une nouvelle vie dans une autre maison d'édition. Et bien, ce sera pour une prochaine fois la suite de l'aventure avec la 2e soumission de ce tapuscrit. Et donc le voyage continue.
Voilà, donc j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle catégorie vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus légère. Ce sera justement un top 10 parce que le monteur sera en vacances. Et bien peut-être que d'ici 15 jours, on se retrouvera pour parler justement de Rattrape-moi qui bien sûr va changer de nom. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume!